Cette conférence va maintenant être enregistrée. Si vous avez des questions au cours de cette présentation de ce webinaire, n'hésitez pas à utiliser le chat en fait pour nous poser des questions. On regardera surtout à la fin donc de la présentation les questions pour avoir une partie de réponse donc aux questions qui auront pu être posées pendant toute ce webinaire. Donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Bonjour à tous, donc on va lancer le webinaire, Anne-Sophie. Oui, tout à fait. Donc, ce webinaire va être l'occasion de faire un point sur différentes actualités en matière de protection des données personnelles et un focus plus spécialement sur la partie des traitements d'email marketing pour voir dans quelles conditions on peut réaliser ce type de traitement tout en respectant les principes du RGPD, les principes de protection des données personnelles. Donc ça fait à peu près 3 ans maintenant que le RGPD est entré en vigueur en Europe, depuis le 25 mai 2018. Mais ça n'est pas non plus le point de départ de la protection des données en France, puisque la CNIL et la loi informatique et liberté existaient déjà depuis le 6 janvier 1978. Donc on a déjà, on va dire, 43 ans de protection des données personnelles, de protection des fichiers et des traitements informatiques. Donc ce n'est pas un sujet tout à fait nouveau. Mais c'est une matière qui évolue assez rapidement, qui évolue beaucoup en fait dans le temps. Donc c'est intéressant de faire des points réguliers et des ateliers réguliers pour se mettre à jour et vérifier que l'on traite des données toujours de manière à respecter la réglementation en vigueur. Et tout Donc à on va faire fait. Et effectivement, alors d'autant plus que là, comme tu le disais, c'est pas nouveau, effectivement, mais bon, là, on approche de la date de l'anniversaire des 3 ans d'entrée en application du RGPD, d'où le moment qui nous semblait pertinent, mais surtout aussi, comme le disait Anne-Sophie, un webinaire plutôt orienté sur le RGPD, mais appliqué à la thématique email marketing et plus précisément à la prospection, à la collecte de leads. Pourquoi? Parce qu'effectivement, eh bien, nous sommes tous dans un contexte, j'allais dire post-Covid, mais pas tout à fait. Donc des activités où on a besoin effectivement de relancer nos activités respectives, d'aller chercher des nouveaux clients, d'aller redynamiser un peu notre stratégie. Et ça passe souvent par des questions qui reviennent souvent chez nous. Quelles sont les mécaniques que je peux déployer pour faire grandir ma base de données, pour capter des nouveaux clients, enfin des nouveaux leads dans un premier temps. Donc voilà pourquoi ça nous semblait pertinent de faire ce webinaire conjointement en ayant ce focus orienté email et collecte de leads avec Anne-Sophie de Digitemis, donc qui est là aussi pour apporter tout l'aspect juridique sur lequel parfois les marketeurs, eh bien, on est un peu en souffrance entre guillemets, puisqu'on ne sait jamais si on est en train de faire les choses correctement ou pas. tout à fait. Donc effectivement, ce webinaire, on le fait à deux voix, donc avec Antonio de la société Doolist et moi-même pour Digitemis. Donc je te laisse te présenter et présenter Doolist. Tout à fait. Donc bonjour, je suis Antonio Martos, responsable du service conseil chez Dolist. Donc Dolist est une société en résumé qui existe depuis 20 ans et qui propose donc à la fois des technologies qui permettent de faire du marketing. Donc surtout, nous sommes spécialisés sur la data et l'email et SMS marketing. En gros, comment collecter de la donnée, qualifier la donnée, traiter la donnée justement qui est la thématique RGPD en toute sécurité et également activer des opérations marketing, de ciblage, de messaging. Voilà, donc nous offrons à la fois la partie technologie et à la fois nous avons une offre de service. Donc le service conseil dans lequel je travaille, mais également un studio où nous avons d'autres compétences plutôt orientées création de messaging, graphique, etc. Et un accompagnement global sur nos plateformes. Donc voilà en résumé. Notre expertise elle se situe donc dans la technologie et dans l'expertise métier. Et alors, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que nous avons ce partenariat aujourd'hui avec Digitemis, mais c'est aussi une collaboration de longue date. Et que, comme on va le voir plus tard, effectivement, Dolist, on a toujours ce focus sur la sécurité des données, sur le RGPD, d'où l'intérêt de cette conférence aujourd'hui. Tout à fait. Cela fait maintenant 3 ans que nous travaillons en collaboration. Donc côté Digitemis, nous on est une société spécialisée en
en cybersécurité et en protection des données personnelles. On allie à la fois des équipes d'ingénieurs en thèse d'intrusion, en sécurité des architectures, mais également en organisation de la cybersécurité et des juristes en matière de protection des données personnelles. On a aussi un département R&D pour le développement de solutions, notamment de pilotage de la cybersécurité, de la protection des données en entreprise. Donc, de mon côté, je suis Anne-Sophie Casal, je suis juriste en protection des données personnelles. J'ai travaillé 6 ans à la CNIL, à la Direction pour la protection des droits et des sanctions, surtout sur la partie plainte-contrôle. Et puis, j'ai intégré donc Digitemis en qualité de consultante en protection des données personnelles. Voilà de notre côté. Donc, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, on va faire un petit point sur quelques actualités. Il y a beaucoup d'actualités en matière de protection des données personnelles. Donc là, on va faire un point sur 2 actualités, c'est-à-dire la charte des contrôles, le programme annuel des contrôles de la CNIL pour l'année 2021. Et un point sur les cookies, puisque c'est le grand sujet quand même du moment, avec la fin du délai en fait on va dire du délai de grâce pour la mise en conformité des sites internet au niveau des cookies et du recueil des cookies. Ensuite, on fera un focus plus sur la partie prospection commerciale. Alors, avant toute chose, ce qu'on voulait préciser, ce qu'on voulait rappeler, c'est que effectivement, j'ai le souvenir déjà il y a 3 ans, lorsqu'on a commencé, même un peu plus de 3 ans, c'est-à-dire à l'approche du RGPD, lorsqu'on a commencé à faire des conférences, des webinars, j'ai le souvenir de beaucoup de clients, d'annonceurs, de marques qui s'inquiétaient beaucoup pour effectivement de savoir ce qui pouvait se passer suite au RGPD. Est-ce qu'on fait les choses correctement? Est-ce qu'on va avoir une sanction ou pas? Et il est très important de repréciser ce que nous disions déjà à l'époque, c'est-à-dire que finalement, le RGPD, quand on y réfléchit bien, en constatant tout ce qu'on va dérouler ensemble lors de ce webinaire, c'est qu'il s'inscrit vraiment dans cette logique de bonne pratique en fait à respecter dans nos métiers marketing. Et nous, ça fait longtemps, effectivement, Dolist aussi avec Digitemis, ça fait longtemps que nous prônons en fait ces bonnes pratiques et que nous les diffusons auprès de nos clients, de nos audiences. Effectivement, depuis 20 ans, nous sommes engagés dans cette lutte anti-spam. Nous proposons des solutions qui sont ultra sécurisées et surtout, nous diffusons en fait les bonnes pratiques auprès de nos clients parce que nous savons qu'en fait, les objectifs en fait marketing, si on veut les atteindre, eh bien, il y a effectivement une série de mesures à mettre en place et une série de bonnes pratiques à respecter, puisque ça passe notamment par la délivrabilité. Donc, si vous êtes en train de faire de l'email marketing, vous qui nous écoutez en ce moment, ce mot vous est familier, et on sait très bien qu'il y a une série de critères à respecter pour que les choses se passent correctement, pour que les mails soient correctement délivrés, pour éviter d'être considérés comme des spammers. Et en fait, tout cela se recoupe dans ce qu'on retrouve dans le RGPD. Donc, en fait, finalement, si on est en train de suivre les bonnes pratiques, on n'a pas de souci à se faire de ce côté-là. Vous allez voir que finalement, lors de ce webinaire, on va vous donner des quick wins. Et pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en train de les appliquer. Ou alors, ça va vous rassurer de savoir que, eh bien, il y a juste des petits détails à réajuster. Mais normalement, si on fait correctement notre marketing, on ne devrait pas avoir de gros problèmes ou de gros décalages avec ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Tout à fait. Donc, juste pour faire un point avant donc les actualités, après ces 3 années, donc presque 3 années d'entrée en vigueur du RGPD, vous devez avoir mis en place un certain nombre de choses pour atteindre donc ce niveau de conformité par rapport à la réglementation applicable. Et du coup, on va pouvoir faire ce point avec une série de quelques questions qui peuvent vous donner un indice sur le niveau où vous vous situez aujourd'hui en matière de protection des données personnelles. Donc, par exemple, on peut avoir toute une partie de choses que l'on sait, que l'on connaît par rapport au traitement de données que l'on fait, et puis toute une partie de choses que l'on a fait, que l'on a réalisé. Donc, vous pouvez vous poser ces questions-là. Je connais les données personnelles que je traite. Est-ce que je sais pourquoi je traite ces données? Je sais dire quand je suis responsable de traitement et quand je suis sous-traitant, parce qu'on peut être dans les 2 cas de figure en fonction des traitements et des activités de traitement que l'on mène. Je sais si certaines des données que je traite sont des données qu'on qualifie de sensibles. Je connais mes sous-traitants et je connais les partenaires à qui je transmets des données personnelles et je sais où sont situées géographiquement mes données. Donc déjà, si vous pouvez répondre oui à ces 6 questions, vous connaissez déjà bien ce que vous faites, vous connaissez bien les traitements que vous réalisez.
Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous vous êtes formé? Est-ce que vous avez enregistré l'ensemble de vos traitements dans un registre? Est-ce que vous avez informé les personnes des traitements que vous réalisez avec leurs données? Est-ce que vous avez mis en place un certain nombre de mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour protéger les données? Est-ce que vous avez défini et est-ce que vous appliquez des durées de conservation par rapport aux données que vous avez collectées? Et est-ce que vous avez mis en place des procédures pour pouvoir répondre aux droits des personnes? Donc, si vous avez fait tout cela, si vous pouvez répondre oui à toutes ces questions, vous avez un niveau de conformité qui est déjà assez mature. Par contre, si sur certains points vous ne pouvez pas répondre oui, là, ce sont des sujets qu'il va falloir peut-être creuser pour encadrer de la meilleure manière possible vos traitements de données personnelles. Donc ça, c'est une petite auto-évaluation que vous pouvez faire pour vous situer en matière de conformité RGPD. Parce que la CNIL, du coup, a des pouvoirs de contrôle. Donc, la CNIL peut contrôler tous les traitements en fait qui sont réalisés sur le territoire français, tous les organismes en fait qui mettent en œuvre des traitements sur le territoire. Donc, les contrôles de la CNIL sont décrits dans une charte qu'elle a publiée. Donc, c'est la charte des contrôles qu'elle a publiée donc à l'automne 2020. Et c'est un texte assez intéressant que vous devriez lire et connaître pour vous préparer si jamais vous étiez contrôlé par la CNIL. Donc, quand est-ce que la CNIL va pouvoir contrôler des organismes? Eh bien, elle va décider, donc c'est la présidente de la CNIL qui va décider des contrôles sur la base de on va dire, il y a 3 vecteurs de plainte. Le premier vecteur, c'est tout ce qui relève des réclamations, des signalements, des plaintes, en fait. Les personnes qui vont écrire et saisir la CNIL pour un problème qui les touche, pour un problème particulier. Donc là, en fonction du type de problème qui est rencontré par les personnes, eh bien, la CNIL peut, sur décision de la présidente, déclencher un contrôle. Donc ça arrive souvent aussi par dénonciation, en fait, par des salariés mécontents, par exemple, ou par des clients mécontents qui reçoivent, par exemple, de la prospection commerciale non sollicitée. Ensuite, il y a la partie alerte presse. Donc, la CNIL se saisit de sujets qui paraissent dans la presse. Donc, par exemple, quand il y a une grande faille de sécurité qui est dénoncée soit sur la presse en ligne, soit dans la presse plus classique, quand il y a des sujets qui sortent dans les médias, eh bien, la CNIL peut aller contrôler ce qu'il se passe en matière de protection des données personnelles. Et puis, elle a également un nombre de contrôles qu'elle va allouer en fait à des sujets, donc sur sa propre initiative, à des sujets qu'elle souhaite creuser en fait. Donc elle va décider d'un certain nombre de sujets pour l'année qui vient, sur laquelle elle va faire un certain nombre de contrôles, soit pour établir sa doctrine, soit pour faire évoluer sa doctrine, soit pour vérifier en fait comment ça se passe. Donc, on va voir juste après que la CNIL donc a publié son programme annuel des contrôles pour l'année 2021. Et puis du coup, elle peut faire des contrôles de différents types, notamment donc les plus importants, les contrôles qu'elle fait de manière plus fréquente, c'est des contrôles sur place, donc elle se déplace dans les sociétés pour aller vérifier, et puis des contrôles en ligne, notamment pour tout ce qui relève d'internet, donc des sites internet, et aujourd'hui, en ce moment, des cookies. Voilà, donc je vous invite à prendre connaissance de la charte des contrôles puisque c'est elle décrit en fait les pouvoirs de la CNIL et la manière dont ça se passe un contrôle et donc ça permet de vous préparer à ce type d'éventualité. Donc pour l'année 2021, si on parle du programme annuel des contrôles, donc elle va cibler plus spécifiquement 3 sujets, donc la cybersécurité du web français, la sécurité des données de santé et le respect des règles liées aux cookies et aux traceurs, puisque la CNIL donc a publié un certain nombre de textes, lignes directrices et recommandations en matière de cookies, et du coup elle va aujourd'hui contrôler si ces recommandations, lignes directrices, sont bien appliquées. Après, sur la cybersécurité du web français, c'est plus lié à tout ce qui touche aux violations de données à caractère personnel et aux notifications de violations. Donc, si une société a un problème de sécurité qui va toucher des données personnelles, dans certains cas, elle est obligée de faire une notification de cette violation des données auprès de la CNIL. Donc la CNIL reçoit toutes ces notifications et elle publie tous les trimestres, par exemple, la violation du trimestre. Donc elle publie elle
indique de manière assez pédagogique, en fait, elle décrit des incidents de sécurité qui se sont passés pour pouvoir informer et alerter l'ensemble des organismes sur le territoire français et plus largement de certains problèmes qui sont assez récurrents et assez fréquents, qui se voient en fait dans un grand nombre d'organismes, notamment sur les sites web, pour que du coup l'ensemble des organismes puissent se saisir du sujet et vérifier chez eux s'ils ne pourraient pas être sensibles, fragiles par rapport à ce type de vulnérabilité. Donc ça, c'est un sujet assez important. Et du coup, toutes les violations et tous ces incidents de sécurité que la CNIL a documentés, eh bien, elle risque de faire des contrôles sur ce sujet pour voir si la pédagogie qu'elle fait en publiant ces vulnérabilités, en fait, ces fragilités, et en indiquant comment les résoudre, eh bien, pour voir si ça a un effet et si les organismes s'en saisissent et vont effectivement vérifier dans leur propre chez eux en interne s'ils ne seraient pas sensibles en fait par rapport à la faille qui est indiquée. Voilà. On a également un certain nombre d'informations dans le rapport annuel de la CNIL. Donc, tous les ans, la CNIL publie un rapport sur ce qu'il s'est passé en matière de protection des données personnelles en France et dans l'institution au sein de la CNIL, dans son rapport annuel. Et donc le rapport annuel pour l'année 2020 n'est pas encore sorti, mais on a donc le rapport annuel pour l'année 2019. Et du coup, en 2019, elle avait par exemple signalé un certain nombre de contrôles qu'elle avait réalisés auprès de sociétés qui récupèrent des données personnelles sur le web à des fins de prospection commerciale, donc qui aspirent, on va dire, des données personnelles, qui vont prospecter les réseaux sociaux, etc., pour collecter des données personnelles pour ensuite faire de la prospection. Et dans un certain nombre de cas de figure, en fait, dans ces contrôles-là, elle avait constaté un certain nombre de problèmes par rapport à la réglementation, notamment une absence d'information des personnes, un défaut du consentement au démarchage électronique et un problème sur le respect du droit d'opposition des personnes à être démarchées. Du coup, ce qu'elle précise dans ce rapport annuel, c'est que si les données sont publiées et publiques sur Internet, ça ne veut pas dire qu'elles sont librement réutilisables. Il faut respecter un certain nombre de règles pour pouvoir les réutiliser, notamment donc l'information des personnes, le respect du droit d'opposition et éventuellement le consentement lorsqu'on est sur du démarchage électronique. Voilà. Donc, ça, c'était pour la partie, on va dire, contrôle. Donc, on a un certain nombre d'actualité sur ce sujet, donc et je vous invite donc à regarder la charte des contrôles pour pouvoir vous y préparer au mieux. Si on passe aux actualités sur la partie cookies, donc de la même manière, à l'automne 2020, la CNIL a publié donc une recommandation sur la mise en œuvre de cookies et de traceurs sur les sites internet. Et du coup, les organismes avaient 6 mois pour se mettre en conformité, notamment sur tout ce qui relève du bandeau cookie en fait et des modules de gestion du consentement aux cookies. Et du coup, le délai de 6 mois arrive à échéance dans 6 jours, donc au 31 mars. C'est la fin de ce délai pour se mettre en conformité par rapport à cette règle, à l'ensemble des règles en fait sur les cookies et les traceurs qui sont indiquées à la fois dans la ligne directrice et dans la recommandation de la CNIL. Et qui vont toucher notamment la manière de collecter le consentement des personnes, l'information des personnes, donc comment on structure l'information pour informer les personnes de la collecte d'informations personnelles par le biais des cookies, et au niveau de la preuve du consentement. Donc on a un certain nombre d'ajustements sur, par exemple, le fait que pour un internaute de continuer à naviguer sur le site internet sans avoir cliqué sur un bandeau, un bouton dans le bandeau cookie, vaut refus des cookies, alors qu'auparavant on était plutôt sur une position de la CNIL où l'absence de décision de l'internaute par rapport aux cookies était une absence de décision. C'était ni une acceptation, ni un refus. Aujourd'hui, la CNIL dit ça, le fait de continuer à naviguer sur le site vaut refus des cookies, en fait. Puisque la CNIL s'est vraiment positionnée de manière forte sur le fait que pour le dépôt de cookies, il faut que l'internaute ait manifesté de manière claire et positive son consentement. Donc, quand on est sur des cookies soumis au consentement. Donc, il faut vraiment que l'internaute ait cliqué sur quelque chose qui dise « oui, j'accepte ces cookies ».
Donc voilà, on a un certain nombre de points d'ajustement en fait sur les cookies et le délai de conformité donc arrive à échéance là à la fin de ce mois. Donc si on rentre un petit peu dans le détail sur les cookies, on a en fait une distinction entre les cookies qui relèvent du consentement et les cookies qui ne relèvent pas du consentement des personnes. Donc effectivement, on a un certain nombre de cookies qui n'ont pas besoin de faire l'objet d'un consentement des internautes. C'est tout ce qui relève des cookies techniques et des cookies statistiques, mais on va dire à usage technique. Donc il y a un certain nombre de conditions pour que certains cookies statistiques soient exemptés du consentement. Mais sinon, tous les autres cookies, et donc on va dire que en général la majorité des cookies, sont soumis au consentement des personnes. Ça vaut pour les cookies publicitaires, les cookies statistiques qui donc ne sont pas exemptés, et les cookies réseaux sociaux. Donc tous ces cookies-là doivent faire l'objet d'un consentement réel et clair des personnes. Pour aider les organismes à se mettre en conformité sur ce point-là, la CNIL en fait va lancer un programme d'évaluation des solutions de mesure d'audience. Donc là, jusqu'en juin, vous avez des organismes qui publient des solutions qui éditent des solutions de mesure d'audience, ont jusqu'au 30 juin 2021, si elles le souhaitent, pour déposer un dossier auprès de la CNIL qui va étudier en fait leurs solutions et éventuellement indiquer si ces solutions, avec un certain paramétrage par exemple, peuvent être exemptées du consentement des personnes. Donc rentrer dans cette catégorie des cookies statistiques qui sont exemptés du consentement des personnes. Et ça, c'est une question qui est extrêmement sensible et qui touche vraiment tous les organismes qui utilisent donc des sites web et des cookies. Donc c'est vraiment, ça va vraiment normalement beaucoup aider les organismes à choisir des solutions de mesure d'audience qui du coup vont leur permettre d'appliquer un certain nombre de cookies qui ne relèveraient pas du consentement des internautes. Voilà, donc la CNIL publiera sur son site internet, sur une page dédiée, donc ces solutions de mesure d'audience qui peuvent, en fonction de certains paramétrages, bénéficier de cette exemption du consentement. Voilà pour la partie actualité. Donc, et je pense qu'on peut passer maintenant à la partie prospection commerciale et protection des données. Alors, c'est bien que tu nous parles effectivement de cette mesure d'audience, de l'audience, de ces cookies qui sont la porte d'entrée, entre guillemets, lorsqu'on arrive sur un site web. Donc, c'est déjà la première étape sur laquelle il faut se mettre en conformité. D'autant plus que là, la date arrive, comme tu le disais, Anne-Sophie, j'ai remarqué moi-même dans les derniers jours, même hier, je me surprenais à trouver des sites web sur lesquels on est encore loin d'être totalement en règle là-dessus. Pourquoi je trouve qu'effectivement, c'est bien ça fait une petite transition parce qu'en fait, aujourd'hui, mon rôle, ça va être de vous parler plutôt, suite à ce que nous disait Anne-Sophie, sur l'aspect marketing. On a parlé donc de ce focus email marketing et on a orienté ce webinaire sur justement la prospection commerciale, la captation de leads. Il faut savoir que déjà, d'un point de vue marketing, eh bien, tout votre travail va consister à faire parler de votre marque, à attirer du trafic sur votre site, parler sur les réseaux sociaux, etc. Donc déjà, il faut qu'on soit vraiment à jour là-dessus. Là, je suis en train de parler de stratégie marketing, d'inbound marketing, de captation de trafic, etc. On peut aussi avoir d'autres stratégies de co-branding, de co-enregistration, etc. Le but, c'est aujourd'hui la thématique, comment je fais pour capter les leads? Eh bien, une fois que j'ai réussi à attirer tout ce trafic sur mon site, une fois que ces outils de mesure d'audience dont nous parlait justement Anne-Sophie nous permettent de savoir que j'ai X personnes qui visitent mes pages produits, services, etc., comment je fais pour collecter en toute légalité ces emails et comment je fais pour pouvoir les transformer en clients? Eh bien, tout d'abord, là, on vous parlait de quick win. Tout d'abord, il y a quelque chose de très simple que vous pouvez faire à votre niveau sans faire appel à n'importe quel spécialiste. C'est déjà de générer de la confiance dès le début. Alors pourquoi ce mot est clé? Parce que déjà le RGPD nous parle effectivement de confiance, c'est un des piliers du RGPD. Et puis c'est la confiance qui va vous permettre de générer de l'engagement derrière, c'est-à-dire de transformer par la suite ces prospects. C'est-à-dire qu'en fait, notre conseil, c'est que dès le début, il faut être transparent. Et puis, ça rejoint ce que dit le RGPD, puisque le RGPD vous dit, attention, il faut fournir une série d'informations à votre audience sur, par exemple, l'identité et les coordonnées du responsable du traitement,
sur les finalités du traitement, sur les droits des utilisateurs. Concrètement, tout ce jargon un petit peu juridique, en fait, ça veut ni plus ni moins, ça veut dire que dans votre site web, il faudra effectivement être transparent avec les personnes. Ça, c'est pour être en conformité, mais ça vaut aussi, comme vous le comprenez, pour effectivement favoriser par la suite une bonne relation. On part déjà sur de bonnes bases. Donc, en fait, ce qu'on peut vous dire déjà dès le départ, c'est qu'il y a deux niveaux, c'est-à-dire qu'au niveau des formulaires de collecte, c'est-à-dire tous ces formulaires où vous proposez de télécharger un livre blanc, de solliciter un rendez-vous avec un commercial, de solliciter un essai de votre solution, etc. Eh bien, c'est des formulaires de captation de leads sur lesquels il faut vraiment être clair et préciser donc identité et coordonnées de votre société, du responsable du traitement, pourquoi vous demandez leurs coordonnées et préciser aussi que ces personnes peuvent se désabonner, mettre à jour leur profil, etc. Alors, si vous le précisez, il faut bien sûr que ce soit faisable. Si je propose aux personnes de pouvoir accéder à leurs données, de les mettre à jour, est-ce que je suis équipé avec les bons outils? Est-ce que mes données sont centralisées à un seul endroit? Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir tenir cette promesse, en fait. D'accord? Et ensuite, dans une autre page, on ne va pas surcharger le formulaire, dans une autre page, eh bien, il faudra renseigner toute une série d'informations, comme le destinataire des données, où vont aller ces données. Alors attention, parce que là, il y a un sujet qu'on verra à la fin avec le transfert des données. Aujourd'hui, si on est dans le cadre européen, attention à toutes les solutions qui sont situées ailleurs. Les intérêts légitimes au consentement, on en parle un peu plus loin, puisque est-ce que vous êtes en B2B, B2C? Il faut préciser justement si vous avez le consentement ou pas. La durée de conservation, j'en parlais avec Anne-Sophie justement, parce que on dit tout le temps que, attention, vous avez le droit de garder les données maximum 3 ans après la dernière interaction. Et à ce titre, Anne-Sophie, elle avait bien raison de préciser, de me dire, attention, c'est après la dernière interaction positive. Alors nous, on travaille dans l'email marketing, et puis on se disait, ben, peut-être que effectivement, les gens ne savent pas, et on peut croire que j'ai quelqu'un qui a ouvert un email il y a 3 ans, c'est bon, je peux continuer à le solliciter. En fait, l'ouverture d'un email n'est pas considérée comme un signe positif, en fait. D'accord? Donc, attention à tout ça. Le droit d'effectuer une réclamation, bien évidemment, auprès de la CNIL. Est-ce qu'il y a une existence de traitement automatisé avec des algorithmes sur votre site web de profilage, etc. Et puis, mettre le contact du DPO, si ça s'applique, bien évidemment, à votre activité. Donc voilà, donc première chose, ça va être d'être transparent et de mettre à disposition toutes ces informations. Déjà, vous allez être en accord avec le RGPD et en plus, vous allez créer un terrain favorable à une bonne relation dès le départ avec votre audience. Ensuite, le deuxième quick win, le deuxième conseil, toujours en suivant ce que dit le RGPD, puisque dans le RGPD, en fait, il y a le principe de minimisation des données. Le RGPD nous dit ne demander que le strict nécessaire. Alors en quoi ça rejoint nos recommandations marketing? Eh bien effectivement, depuis des années, nous donnons des recommandations sur les bonnes pratiques, sur les formulaires, la collecte, et on vous dit il ne faut pas mettre des formulaires avec 20 champs, par exemple. Vous vous en doutez bien, ça va freiner les gens au moment de remplir ce formulaire, au moment de vous donner leurs données. Il ne faut pas non plus demander des choses qui sont trop personnelles ou intrusives. Ça peut les freiner, ça peut créer de la méfiance. Donc, notre conseil, c'est dès le départ, il faut se poser les bonnes questions. D'accord? Et pour nous, la minimisation des données va avec un autre principe du RGPD qui est la finalité, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi vous faites cette collecte. Si votre finalité, c'est de vous envoyer des offres commerciales par email, je n'ai a priori besoin que de l'email. Si vous voulez personnaliser avec un bonjour Monsieur Dupont, eh bien vous demandez le nom ou le prénom, mais effectivement on va s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on va toujours viser le strict minimum nécessaire pour atteindre mon objectif marketing. Donc on se pose les bonnes questions. De quoi j'ai besoin? Quel est mon objectif? Une fois que j'ai défini une série de champs, est-ce qu'il y a des données obligatoires, facultatives? C'est le fameux astérisque qu'on trouve sur les formulaires. On évite de rendre tout obligatoire, on évite effectivement de perdre ce contact. Et là, je rejoins ce qu'on disait sur les mesures d'audience, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez des statistiques, vous arrivez à savoir que sur 100 personnes qui arrivent sur votre formulaire, combien vont le compléter? Et c'est à vous d'améliorer ce ratio, puisque peut-être qu'on fait des choses qui freinent les personnes. Donc voilà, donc il y a toujours cette double lecture de est-ce que je suis en conformité RGPD, mais aussi est-ce que ce que je fais en termes marketing, c'est propice à la captation des leads? Est-ce que je crée un terrain favorable justement à cette relation de confiance et au fait que les personnes
veulent me donner les informations. Encore une fois, là, nous avons l'exemple à l'écran d'un formulaire qui est dynamique, c'est-à-dire qu'on peut partir de peu d'informations et puis on peut déplier un formulaire en fonction des choix qui ont été cochés. En tout cas, voilà, soyez bien vigilants à tout ça. Et puis encore une fois, je reviens sur le sujet de si je demande des informations et que je leur propose de les consulter plus tard, il faut que j'arrive à pouvoir donner un accès, il faut que j'arrive à pouvoir, j'allais dire transférer, mais Sophie me reprendrait parce que le transfert c'est autre chose, à centraliser ces données dans des outils sécurisés auxquels je peux donner accès à ces personnes pour venir faire leur modification, leur consultation. Ensuite, on avait une question dans le chat tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a des règles différentes en B2B et B2C? Ben, effectivement, oui. Oui, le RGPD nous dit qu'il y a un traitement différent pour le B2C et le B2B. Ce qu'on peut vous dire, pour résumer les choses, c'est qu'en B2C, l'opt-in est sacré. C'est-à-dire que, effectivement, avec des personnes, avec des individus, on va être très, très, très vigilant. On ne communique que si nous avons l'accord. Sauf certains cas précis, où par exemple la personne est déjà client de votre marque ou de votre entreprise et vous pouvez lui envoyer des communications avec des produits ou des services en rapport avec les produits ou services qu'elle a contractés auprès de ou achetés auprès de la société. Autrement, il faut effectivement toujours demander le consentement et il faut pouvoir offrir la possibilité à tout moment de retirer son consentement. Donc, dans les outils, dans les plateformes de marketing que vous utilisez, il faut être sûr qu'elles respectent aussi toutes ces bonnes pratiques. Elles sont RGPD compliant, comme on dit. C'est-à-dire, est-ce que le lien de désabonnement, la mise à jour de profil, ça fonctionne bien, c'est toujours présent dans vos emails. Et puis, est-ce que, deuxième point que demande le RGPD, est-ce que je peux prouver à tout moment, si j'ai un contrôle de la CNIL, que cet individu présent dans ma base de données a bien donné son accord? C'est-à-dire que là, il faut qu'il y ait l'enregistrement de l'opt-in avec la date, avec voilà, il faut qu'on puisse préciser que la personne a bien coché d'elle-même. Souvenez-vous que cela rejoint ce que nous dit le RGPD. Le RGPD nous dit que le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque. En gros, on n'essaie pas de tromper la personne, pas de case précochée, pas de pour se désabonner, il faut remplir notre formulaire, il faut attendre, voilà. D'accord? Il faut vraiment vous assurer que vos outils, vos technologies sont en rapport avec, sont en relation directe avec ce que préconise le RGPD. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que sur le B2C, ne contactez pas les personnes si vous avez un doute ou si vous n'avez pas l'opt-in. Pour le B2B, c'est différent. Pour le B2B, c'est différent. Et là, ce qu'on peut vous dire, notre conseil, c'est pour le B2B, soyez transparent et surtout protégez votre réputation. Alors, pourquoi je dis que c'est différent? Parce qu'effectivement, le RGPD est un peu plus souple côté consentement, ce qu'on appelle l'opt-in. Vous pouvez contacter des entreprises sans avoir forcément le consentement, mais il faut les informer au préalable en leur disant, voilà, je vous contacte parce que j'ai eu votre email sur tel site web ou pour telle raison, ou d'un échange qu'on a eu sur LinkedIn, etc. Il faut leur rappeler le contexte déjà, pourquoi vous avez leurs coordonnées, leur email, en leur disant que vous pouvez d'ores et déjà vous désabonner si vous ne souhaitez pas que je vous embête avec mes emails, pour dire les choses simplement. Et voilà, donc ça, vous avez le droit. Par contre, attention, assurez-vous quand même que votre prospection, que l'objet de votre prospection, ce que vous allez proposer à ces professionnels, est bien en rapport, est bien cohérent avec leur profession. J'ai des tas d'exemples. La semaine dernière, j'étais en formation sur Bordeaux, dans une formation marketing où on était avec des professionnels, on discutait de tout ça. On a des tas d'exemples dans nos boîtes mail, d'emails de prospection que l'on reçoit. Et au final, on n'est pas la bonne personne parce que c'est pas moi qui m'occupe des achats, c'est pas moi qui, ou alors je reçois de la prospection pour acheter des produits dans un autre pays alors que je vis en France. Enfin, donc attention à ce qu'on fait là-dessus. C'est pas parce qu'on peut qu'il faut aller contacter tout le monde. Encore une fois, c'est de la logique marketing. Si on veut que ce soit efficace, il faut qu'on soit en rapport avec notre cible. Là, il s'agit vraiment de cible. Et c'est un sujet qu'on traitera d'ailleurs dans un prochain webinaire, c'est que pour que vos actions marketing soient efficaces et pour protéger votre réputation, il faut vraiment travailler vos cibles. Donc voilà, petite précision, souvent on a eu des professionnels on en a encore un qui nous disent, moi je suis en B2B, donc tout ce que vous dites sur la délivrabilité,
par rapport au filtre anti-spam, Hotmail, Gmail, moi, ça ne me touche pas parce que je travaille avec des pros et que le RGPD me dit que je peux contacter qui je veux. Alors, non, pas tout à fait. Il faut faire attention, même si on a cette liberté côté RGPD, quand on est en B2B, il faut tout de même faire attention parce que de nombreux systèmes de messagerie reposent sur des filtrages anti-spam utilisés par Office 365 ou G Suite, c'est-à-dire derrière, on a les filtres de Hotmail, de Gmail. Donc, on retrouve en fait les mêmes critères, les mêmes remontées comportementales et on va retrouver en fait un filtrage qui va ressembler à celui qui existe dans le B2C. On va faire attention si les personnes se désabonnent, si elles font des plaintes, si les gens n'ouvrent pas, ça veut dire que vous n'intéressez pas à votre audience. Donc en fait, il faut essayer quand même de garder les bonnes pratiques, que ce soit en B2C comme en B2B, appliquer les mêmes règles et cela s'applique dès la collecte des leads. Alors, n'oubliez pas que, par rapport à ce que je viens de dire, hein, je finissais sur cette phrase et je continue à réfléchir en me disant dans ma tête, n'oubliez pas qu'effectivement, dès la collecte, vous posez un terrain de confiance. Dès les premiers messages, vous essayez d'engager votre audience. Donc, il faut déjà savoir à qui on parle et ce qu'on propose. Et on vous disait dans la présentation du webinaire, on fait un focus sur l'email. Donc, on parle de délivrabilité, c'est-à-dire que j'envoie des contenus, j'envoie des emails à des personnes qui n'ont rien demandé, qui ne travaillent pas dans le même secteur que moi, qui ne me connaissent pas du tout. Ça donne lieu à des plaintes, à des désabonnements, ça donne lieu à des réactions négatives. Et forcément, cela se traduit par une baisse de ma réputation d'expéditeur. Et par la suite, lorsque vous allez faire vos emails de fidélisation, eh bien, ça arrive qu'on se dise, je ne comprends pas, maintenant, mes taux d'ouverture sont plus bas qu'avant. Et oui, parce que vous êtes en train d'impacter votre réputation avec des mauvais principes, des mauvaises collectes, etc. Donc, il faut vraiment faire attention à sa réputation de manière globale. Et je terminerai cette partie, justement, quick win en parlant de l'automatisation de votre communication. Quand on parle marketing et relations avec notre audience, on parle souvent de customer journey, c'est-à-dire comment je peux automatiser des messages selon le cycle de vie des clients. Eh bien, sachez que mettre en place un programme relationnel automatisé, c'est aussi le moment de venir compléter, de venir qualifier les données que j'ai pu collecter dès le départ. C'est-à-dire que souvent, on pourrait se dire, ah oui, mais alors le RGPD, minimisation des données, si j'ai qu'un email, je ne vais pas aller loin avec ça. Parce que à côté, vous me dites qu'il faut cibler. Donc, voilà, ça c'est le genre de remarque qu'on pourrait avoir. Oui, effectivement, mais l'automatisation de votre communication permet à chaque étape du Customer Journey de venir, via les formulaires, en fait, de venir compléter les informations que vous avez collectées dans un premier temps pour affiner votre cible. Et plus on avance dans ce Customer Journey, plus on a fait des profils beaucoup plus complets, plus on arrive à mettre les personnes selon nos personas, etc. On arrive à les mettre dans nos segments et nos ciblages et on arrive à envoyer les bons contenus aux bonnes personnes. Donc, continuez à collecter la donnée, mais faites-le de façon automatisée et sécurisée via des outils qui vous permettent effectivement de mettre en place des scénarios, de mettre en place la centralisation de la donnée, et ainsi de suite, comme on vient de le dire dès le départ. Voilà pour cette partie-là. Et puis, je crois que Anne-Sophie, c'était bien de rappeler aussi qu'il y a des sanctions effectivement qui existent. Oui, tout à fait. Donc la CNIL sanctionne malheureusement, ou heureusement, régulièrement des sociétés qui ne respectent pas du coup les principes du RGPD, notamment en matière de prospection commerciale. Donc on a eu deux sanctions assez récentes. Donc une qui a sanctionné la société PerformClick. Donc c'était une petite agence marketing avec simplement 2 salariés, mais dont l'activité principale donc était l'envoi de prospection commerciale par voie électronique pour le compte de différents annonceurs. Et lors du contrôle, donc en fait l'association Signal Spam, qui du coup centralise les signalements de messages qui sont qualifiés de spam par les personnes, a indiqué à la CNIL que cette société, PerformClick, arrivait souvent dans, on va dire, le top des sociétés qui font le plus l'objet de signalements spam. Donc, la CNIL a décidé de faire un contrôle et elle a constaté un certain nombre de manquements par rapport au traitement réalisé par cette société-là.
notamment un problème sur le consentement des personnes, donc pas de preuve du consentement des personnes pour être prospectées par voie électronique. Un problème sur la minimisation des données, donc par exemple la société détenait beaucoup de numéros de téléphone par rapport aux personnes dont elle traitait les données, en plus des adresses e-mail, etc. Mais dans la mesure où elle était centrée sur de l'emailing, en fait, sur de la prospection commerciale par voie électronique, eh bien, la CNIL a considéré qu'elle n'avait pas à collecter le numéro de téléphone des personnes, puisqu'elle ne l'utilisait pas. Donc là, c'est un problème de minimisation. Ensuite, un problème sur la durée de conservation des données. Effectivement, cette société ne respectait pas cette durée de 3 ans à compter de la dernière interaction positive, donc où la personne a manifesté un intérêt en fait. Donc elle conservait de manière excessive les données. Ensuite, une information insuffisante des personnes, donc les personnes n'étaient pas réellement informées dans les formes, en tout cas avec tous les critères d'information qu'Antonio a rappelé tout à l'heure, donc qui sont assez exigeants en fait. Cette information, elle comporte beaucoup d'éléments d'information. Du coup, l'information n'était pas faite de manière complète par la société Performclick. Ensuite, un problème par rapport au droit d'opposition des personnes, donc un droit d'opposition qui n'était pas effectif lorsque les personnes souhaitaient ne plus être prospectées, eh bien leur opposition n'était pas suffisamment prise en compte, en tout cas pas de manière effective. Et puis un problème de contrat, d'absence de contrat en fait, de sous-traitance entre la société, donc Performclick, et son prestataire d'hébergement des données, puisque dans le cadre du RGPD, en fait, tout responsable de traitement qui sous-traite une partie du traitement des données, comme l'hébergement, le stockage par exemple des données, doit doit avoir un contrat écrit avec son sous-traitant, et ce contrat doit comporter un certain nombre de clauses de sous-traitance qui sont prévues à l'article 28 du RGPD. Donc c'est toute une série d'engagements en fait que le responsable de traitement et le sous-traitant formalisent pour réellement assurer un bon niveau de protection des données dans le cadre de cette collaboration entre le responsable de traitement et le sous-traitant. Donc la sanction financière est, on va dire, relativement modeste, 7 300 €, mais avec une injonction quand même de conformité de 1 000 € par jour de retard par rapport au délai qui leur était communiqué, donc un délai de 2 mois pour se mettre en conformité. Mais cette sanction financière est à la hauteur en fait de la santé financière et du bilan en fait de la société Performclick. Donc en fait proportionnellement, c'est une sanction quand même assez importante. Cet exemple est intéressant, pardon Sophie, avant que tu Oui. avances, parce qu'effectivement, on est en plein dans ce qu'on vient de dire avant. Justement, c'est tout le contraire de ce qu'on a préconisé juste avant côté marketing. Et en plus, on est justement dans ce cas de figure d'envoi de prospection pour compte d'annonceurs. C'est-à-dire que là, on serait dans des annonceurs qui chercheraient à faire de la prospection, qui appelleraient des sociétés comme ça pour pouvoir, donc ça suffit qui revient, où est-ce que je peux louer, acheter des bases, etc. Donc attention, on dit souvent que c'est un terrain sur lequel il faut vraiment faire attention, et ça prouve qu'il y a des dérives et qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours faites correctement. Tout à fait. Côté société de Nestor, donc là c'est une société qui livre des repas notamment pour les employés de bureau, etc. Et bien cette société du coup a fait beaucoup de prospection commerciale sur des centaines de milliers de personnes vers par exemple des personnes qui étaient passées sur le site internet, qui avaient éventuellement rempli des formulaires, mais qui n'avaient pas on va dire transformé l'essai, qui n'étaient pas clientes. Donc il y a plusieurs cas de figure différents, mais en tout cas beaucoup de prospection commerciale vis-à-vis de personnes qui n'avaient pas vraiment, qui n'étaient ni clientes ni réellement intéressées par ce que la société proposait. Donc un problème lié, la CNIL a été saisie du coup d'un certain nombre de plaintes de ces personnes qui recevaient de la prospection commerciale sans avoir réellement de relation avec cette société-là, ou en tout cas qui n'avaient pas consenti à recevoir de la prospection commerciale de la part de cette société. Donc elle a diligenté un contrôle et elle a constaté un certain nombre de manquements, notamment le même manquement que dans le cas précédent de recueil du consentement des personnes. Également un problème sur l'information des personnes. Là, par contre, on a un problème lié aussi au droit d'accès. Donc, lorsque les personnes souhaitaient accéder aux données en fait qui sont traitées par cette société-là,
il n'y avait pas de réponse conforme, en tout cas aux exigences du RGPD. Et puis un problème sur la sécurité des données. Donc pas suffisamment de mesures de sécurité technique et organisationnelle pour assurer vraiment un bon niveau de protection des données personnelles. Là, on est sur une amende de 20 000 euros avec un délai de 3 mois pour se mettre en conformité et une astreinte de 500 euros par jour. Voilà. Donc, on est quand même sur des sociétés qui sont de taille modeste. Donc, la CNIL ne sanctionne pas que des grands, genre Google, Amazon, etc. Elle sanctionne aussi des petits. Donc, et c'est souvent lié donc à des signalements. Comme on l'a vu sur PerformClick, donc c'est Signal Spam qui avait signalé le problème à la CNIL. Et puis dans le cadre de la société Nestor, là on est plus sur des plaintes de différentes personnes. Et du coup au final, vu qu'elle faisait beaucoup de prospection sur des volumes importants, donc je sais plus le chiffre exact, mais plutôt plus de 600 000 personnes, eh bien le fait de recevoir plusieurs plaintes correspondant à la même société au sein de la CNIL a permis en fait de déclencher un contrôle puisque plus il y a de personnes qui saisissent la CNIL, plus la CNIL va aussi s'intéresser au sujet puisqu'elle reçoit énormément de plaintes. Elle ne peut pas tout prioriser, donc ça dépend aussi des volumes de plaintes. Voilà. Donc ça, c'est deux exemples en fait, deux contre-exemples en fait justement à ne pas suivre avec tous ces manquements au regard de la réglementation en matière de protection des données qui ne devrait plus exister aujourd'hui vu qu'on est à bientôt 3 ans post, on va dire, entrée en vigueur du RGPD et puis plus de 40 ans en fait de loi informatique et liberté. Voilà pour ces exemples. On va faire très rapidement un petit passage, si vous le souhaitez, sur les transferts. Comme mais ça, nous arrivons vraiment. Voilà, comme ça, on invite aussi en même temps les personnes qui ont des questions à se manifester pendant ce temps. Comme ça, on arrive à la fin, on va pouvoir boucler le webinaire. Oui, le transfert des données, effectivement. Voilà, donc dans les très grandes lignes, pour pouvoir, en fait, il y a un principe dans le RGPD d'interdiction du transfert des données en dehors de l'espace économique européen. Donc l'espace économique européen, c'est l'Union européenne plus l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Mais il y a donc des exceptions. Donc, quand on peut appliquer au transfert de données en dehors de l'espace économique européen des garanties qui permettent de donner en fait un niveau de protection équivalent à la protection qui est prévue au sein de l'Union européenne par le RGPD. Quand on les transfère à l'étranger, pas à l'étranger, en dehors de l'espace économique européen. On a plusieurs types de garanties, donc soit une décision d'adéquation de la Commission européenne, donc qui dit ces pays-là en gros sont sûrs. On avait le Privacy Shield, donc qui permettait de protéger les données qui étaient transférées vers les sociétés américaines, mais qui a été invalidé par la Cour de justice de l'Union européenne en juillet dernier. Nous avons les clauses contractuelles types, donc c'est un ensemble contractuel donc qu'on insère dans les contrats et qui permettent de protéger les données. Des règles d'entreprise contraignantes pour les entreprises internationales et un certain nombre d'exceptions. Aujourd'hui, on a quelques soucis donc à ce niveau-là. C'est donc l'invalidation du Privacy Shield qui impacte énormément les transferts vers les pays, vers les États-Unis en fait et vers les sociétés américaines. On a le Brexit qui va compliquer, qui potentiellement peut compliquer les échanges avec le Royaume-Uni. Donc aujourd'hui, le RGPD reste applicable pour une durée transitoire de 6 mois, c'est-à-dire jusqu'en juin 2021 pour les échanges avec le Royaume-Uni. Normalement, la Commission européenne devrait adopter une décision d'adéquation pour le Royaume-Uni qui permettra de garantir les transferts vers ce pays-là, mais pour l'instant, c'est pas encore adopté. Donc potentiellement, on peut avoir un problème à partir de juillet. Et du coup, le problème essentiel, c'est pour les sociétés américaines et les États-Unis, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment de dispositifs qui permettent de garantir ces transferts-là. On peut utiliser éventuellement les clauses contractuelles type, mais en ajoutant des mesures supplémentaires et le DPB, donc l'organe au niveau européen sur la protection des données, est en train de sortir une ligne directrice qui va indiquer les mesures qu'on peut appliquer en plus des clauses contractuelles type pour essayer de garantir le meilleur niveau de protection des données aux données qu'on transférerait vers les États-Unis. Mais aujourd'hui, on est encore dans l'attente du texte définitif. Voilà, donc on a des incertitudes, on va dire, à ce niveau-là.
Alors, ça pose la question, Sophie, lorsqu'on travaille, parce que là, on parle RGPD, le RGPD nous dit ça. Concrètement, comment ça se traduit côté marketing et plus précisément pour nous, puisqu'aujourd'hui, on est sur la partie email marketing et collecte de leads, eh bien, ça pose le souci des technologies qu'on utilise et des plateformes qu'on utilise, des solutions en fait qu'on utilise, qui parfois sont américaines. Et justement, là, il y a peut-être un souci de où est-ce que, même si moi, mon business, entre guillemets, il est en France et mon site est en France, etc., ou en Europe, et oui, mais si j'utilise des outils où les données sont stockées aux États-Unis, comment ça se passe? Donc là, ça va poser des soucis, effectivement, sur d'être en conformité par rapport aux solutions qu'on utilise aussi. Alors, je vois une question sur le délai de conservation des données par rapport au B2B en fait. Donc, Oui, la durée en fait qui est recommandée par la CNIL en matière de prospection commerciale et du coup, peu importe que ce soit du B2C ou du B2B, c'est effectivement 3 ans. Donc, c'est pas une question là de consentement ou d'opt-in ou d'opt-out. C'est une question de finalité. Donc, prospection commerciale 3 ans, sauf si je suis dans un cas très particulier, par exemple, on pourrait être sur si on peut justifier en fait que ce délai est réellement trop court par rapport au type de marché sur lequel on est, de prospection sur lequel on est, où on peut avoir des cas de figure où on est sur des cycles beaucoup plus longs. Par exemple, quand on est sur des machines agricoles ou on peut avoir des cycles de vie en fait qui sont beaucoup plus longs que sur d'autres types de marchés. Et du coup là, on peut, mais il faut le justifier par écrit en indiquant la raison pour laquelle on déroge en fait à la recommandation de la CNIL de 3 ans. Voilà. Donc si vous pouvez vraiment le justifier, ça peut se faire. Parce que c'est pas une durée légale en fait, cette durée de 3 ans, c'est une recommandation de la CNIL. Donc on peut justifier une dérogation dans certains cas de figure, mais il faut vraiment avoir des arguments solides. Après, il y a une question, Antonio, je ne sais pas si toi tu... la question sur le tracking. Oui. Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas si tu voulais prendre la parole là-dessus ou si tu veux ou si on en parle. Effectivement, le but, c'est que si vous refusez d'être traqué, eh bien, on va pas pouvoir suivre l'activité qui est réalisée sur le site, en fait. Tout à fait. Donc, puisque du coup, au niveau de aujourd'hui des mesures d'audience qui sont exemptées de consentement, eh bien, on est sur de la mesure d'audience anonyme. Donc, en fait, on aura des données sur si on est sur vraiment un outil de mesure d'audience exempté de consentement, on aura des données, mais pas des données que des données qui seront anonymisées en fait. Donc, on ne pourra pas remonter à une personne particulière. Par contre, on aura des statistiques pour savoir combien de personnes sont venues sur la page qui est concernée. Après, aujourd'hui, la CNIL est très réservée sur tous les outils de mesure d'audience de Google, en fait, Google Analytics, etc. Dans un échange que la CNIL a mené avec la FCDP, donc l'Association française des correspondants à la protection des données, il y a assez peu de temps, ils ont considéré que, en gros, on ne pouvait pas faire confiance à Google pour ne pas réutiliser les données derrière, et que du coup, l'utilisation de Google Analytics ne pouvait jamais permettre l'exemption de recueil du consentement pour leurs cookies, donc tous les outils Google. Après, on est quand même aujourd'hui sur un terrain un peu mouvant dans le sens où Google peut permettre, dans certains cas, dans certains paramétrages, en fait, Google s'engage dans certains paramétrages, en fait, à ne pas réutiliser les données des cookies en fait qui seraient déposés. Et du coup, si vous êtes sur ce type de paramétrage, théoriquement, ça devrait répondre aux exigences de la CNIL, mais la CNIL est très très réticente à ce niveau-là. Alors, effectivement, lorsqu'on est sur des outils de web analytique où on a juste des données anonymisées de nombre de visites, etc., eh bien, il n'y a pas l'impact directement. Mais c'est vrai que si on part plus loin sur des plateformes de type data marketing platform qui permettent de faire du retargeting de publicité, des choses comme ça, en fait, où là, effectivement, c'est d'autres types de cookies où ça ne va pas fonctionner si vous bloquez si vous ne donnez pas le consentement. Et on a d'autres questions. Alors, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, on va diffuser l'information. Sophie, tu nous confirmes, on donnera le lien. Sophie a enregistré justement cette conférence, donc on pourra, ce webinaire, pardon, donc on pourra vous communiquer le lien pour le replay. Et puis après, on a la question d'achat de leads, où là, c'est justement quelque chose dont on parlait avec Anne-Sophie,
peu plus complexe en fait. Anne-Sophie, si tu veux prendre la main pour en parler rapidement. Quand on achète des leads, alors ça dépend. Déjà, il faut acheter une base qui soit propre. Donc que l'organisme, la société qui a constitué la base a bien collecté du coup le consentement, en fonction du type de profil des personnes, en tout cas le consentement des personnes à la prospection électronique. Mais ensuite, quand on achète en fait une base de données, quand on récupère de manière indirecte des données, donc pas auprès de la personne directement, par exemple si on collecte des données sur LinkedIn ou à d'autres endroits, eh bien, on dispose d'un mois, le responsable de traitement dispose d'un mois pour informer les personnes qu'elle a acquis en fait leurs données, que ce soit de manière payante ou gratuite. Hein. Donc, dans ce délai d'un mois, la personne, le nouveau responsable de traitement qui a récupéré ces données-là, doit communiquer l'information aux personnes du fait qu'elle a récupéré leurs données et la raison pour laquelle elle l'a faite, etc. Donc tous les éléments d'information qui sont prévus par le RGPD aux articles 13 et 14. Donc c'est l'identité du responsable de traitement, du délégué à la protection des données s'il y en a un, les finalités du traitement qui va être réalisé, la durée de les destinataires des données, donc à qui ça va être communiqué, etc. Tous ces éléments-là dans un délai d'un mois à partir de l'acquisition des données. Voilà. Alors, que penser des sites qui obligent à accepter les cookies pour alors ça normalement c'est donc qui oblige à accepter les cookies pour consulter le contenu. Donc ça c'est pas conforme en fait à ce que la CNIL demande puisque normalement le fait d'accepter ou de ne pas accepter les cookies ne doit pas avoir d'influence sur le service en fait derrière. Sauf dans les cas de figure où on est sur des accès payants par exemple ou réservés aux abonnés. Donc là on peut avoir des sections de sites qui sont restreintes d'accès et qui du coup vont nécessiter un certain nombre de cookies, justement pour identifier les personnes, pour savoir si elles ont le droit ou pas. Par exemple, si elles sont abonnées ou si elles font partie, on va dire, des personnes. On peut aussi avoir des filtrages, par exemple, de publics mineurs, etc. Et du coup, là, on va avoir des cookies qui vont être nécessaires pour vérifier que la personne a bien le droit de. Voilà. Mais sinon, non, il n'y a pas. On ne doit pas avoir justement de cookies que le fait d'accepter les cookies permettent d'accéder aux sites gratuits. Alors sur les sites éditoriaux gratuits, on peut avoir ces notions justement d'abonnement où c'est gratuit, mais il faut quand même s'abonner. Mais ça c'est différent par rapport, c'est pas le même mécanisme que juste des cookies en fait. Les cookie walls, là, le fait d'avoir vraiment une page en fait qui empêche de consulter le site si on n'a pas accepté par exemple, ça c'est pas permis. Par contre, le fait de soumettre des contenus, l'accès à des contenus à un abonnement comme sur beaucoup de sites de presse en ligne par exemple, même si c'est un abonnement gratuit, ça c'est tout à fait permis. C'est pas une question. Là, effectivement, je pense que Laurent parle de ces sites parfois où on n'arrive pas à fermer la bobine et on ne laisse pas le choix, comme il disait très bien, c'est une forme de chantage entre guillemets parce qu'on n'arrive pas à fermer la bobine et il faut accepter, sinon vous accédez pas au site. Bon, effectivement, ça c'est pas du tout RGPD compliant. Nous allons terminer avec pardon Anne-Sophie. Je sais pas, il y a une question sur les CRM, mais j'ai pas eu le temps de vraiment regarder. Donc, quelle est la question exacte sur les CRM? Alors, on a quelqu'un, oui, effectivement, une personne qui vient, apparemment, vous ne voulez pas répondre. Alors, pardon, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on essaie de sélectionner les questions parmi. Vous parlez, vous dites, j'ai un CRM comme Zoon. Alors, si vous voulez, je vous invite à peut-être à ce qu'on en parle, parce que je ne connais pas je ne connais pas Zoon, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est sur ce CRM, tout simplement. Mais du coup, est-ce que vous pouvez préciser la question éventuellement? Mais là, il nous reste en gros 1 minute. Et puis... Non, si vous pouvez préciser la question, parce qu'effectivement, quand on nous dit j'ai un CRM comme Zoon, je ne sais pas est-ce que ça fait un rapport avec le transfert, peut-être parce qu'il est aux États-Unis, parce que c'est des Américains? Alors, si vous utilisez les services de sociétés américaines, notamment Microsoft ou plein d'autres sociétés américaines. Donc aujourd'hui, même si elles hébergent les données au sein de l'Union européenne, mais du coup,
Microsoft, par exemple, donne cette possibilité-là en général de pouvoir héberger les données au sein de l'Union européenne. Ça n'est pas suffisant en fait par rapport à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur le Privacy Shield. Eh bien, il y a un certain nombre de précisions qui ont été apportées. Donc en fait, ça n'est pas suffisant dans le sens où les sociétés américaines et voilà, sont soumises à leur propre législation interne américaine et que du coup, elles ont l'obligation de transmettre aux autorités administratives américaines les données personnelles qu'elles détiendraient, que ce soit au sein de l'Union européenne ou sur le territoire de l'Union européenne, des États-Unis ou même ailleurs, si les autorités américaines leur en font la demande. Donc elles ont cette obligation qui leur est propre en fait, qui est liée à leur législation nationale. Et du coup, ça empêche d'avoir une protection des données personnelles des ressortissants de l'Union européenne qu'elle traite, qui soit équivalente au RGPD. Et du coup, c'est pour ça en gros, si on schématise vraiment, c'est pour ça que le Privacy Shield a été invalidé, parce qu'il permet pas de donner un niveau de protection aux données qui soit équivalente, qui soit équivalent à la protection qui est donnée à ces données-là au sein par le RGPD. Donc, théoriquement, on ne peut plus communiquer de données à des sociétés américaines, sauf si on peut mettre en place à la fois, disons, des clauses contractuelles type et un certain nombre de mesures supplémentaires qui ne sont pas encore publiées par le DPB, donc l'organe au niveau européen. Il faut privilégier la France ou l'Europe, ça c'est certain. C'est ce qui sera, on va dire, le plus sûr en termes de protection des données personnelles, de respect du RGPD, mais ce n'est pas forcément évident, on va dire, et aujourd'hui, la plupart des organismes en France et en Europe sont dépendants de services et d'outils qui viennent de sociétés américaines. On utilise au quotidien des solutions qui sont de sociétés américaines. Donc aujourd'hui, c'est une obligation qui est extrêmement dure à suivre, mais en tout cas, si à l'avenir, vous devez choisir un prestataire, un sous-traitant, un partenaire, etc., eh bien, il vaut mieux privilégier effectivement un partenaire prestataire sous-traitant qui soit français ou européen plutôt qu'un partenaire ou un sous-traitant américain. Il y aura moins de problèmes, ça c'est certain. Voilà, j'espère avoir répondu à peu près à cette question-là. La question des transferts est effectivement une question complexe et on attend encore aujourd'hui des précisions donc de la part de l'EDPB qui a fait une consultation publique donc sur les mesures supplémentaires qu'on va pouvoir appliquer à ces transferts vers des sociétés américaines ou de pays en tout cas qui ne respectent pas un niveau de protection des données aussi bon, on va dire, que celui qui est proposé en Europe. Et du coup, on aura plus d'informations probablement dans les mois qui viennent par rapport à ces mesures supplémentaires, à ces garanties supplémentaires qu'on peut appliquer à ces transferts-là. Voilà, eh bien, nous remercions tout le monde de votre participation. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va vous dire au revoir et bon appétit. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, Digitemis, Dolist. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on approfondisse les sujets CRM, etc., pour lesquels peut-être vous voulez qu'on aille plus loin ou qu'on parle d'autres outils ou de pratiques marketing, n'hésitez pas à nous contacter tout simplement et nous suivre sur les réseaux. Et merci à tous et merci Anne-Sophie pour cet échange très intéressant et enrichissant. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.